On n'est pas sorti des renseignes. C'est la galère. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une émission assez spéciale d'OPSR puisque nous collaborons cet été avec le festival Agir pour le Vivant et le collectif du bruit qui court. En effet, cela va se décliner avec une première interview de deux acteurs du bruit qui court, puis dans un second temps avec un entretien de Alain Tulot, coordinateur général du festival Agir pour le Vivant, et enfin dans un troisième temps, OPSR se déplacera directement sur les lieux du festival pour réaliser quelques interviews, un festival qui aura lieu entre le 22 et le 28 août sur Arles. Bon, je suis très heureux d'avoir avec moi les deux premiers invités, Alice et Maxime du Bruit qui court. Salut tous les deux. Salut. Donc, je vous propose de vous présenter dans un premier temps et de me présenter un petit peu votre collectif, et ensuite je vous poserai un peu plus des questions avec un peu plus de détails, disons. Carrément. J'y vais, tu Vas-y. vas. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans. Je suis activiste pour la justice sociale et climatique depuis déjà 5 ans. J'ai la chance d'en faire mon métier quand je peux être payé pour ça. Ce qui est vraiment pas toujours le cas parce que je suis quand même majoritairement bénévole. J'ai fait partie de pas mal de mouvements, notamment ce qu'on appelle le mouvement climat, avec les marches pour le climat suite à la démission de Nicolas Hulot en 2018, aux appels de Greta Thunberg aussi. J'ai très vite basculé dans un engagement assez différent des marches, qui est la désobéissance civile, avec un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, dont j'ai fait partie pendant longtemps, en organisant des occupations, pas mal d'actions donc de désobéissance civile, on pourra en parler aussi plus tard. Disons que vous avez été pas mal mouvementé Ouais, à chaque fois que vous êtes assis quelque part, quoi. voilà. Et donc là, plus récemment, j'ai coordonné un ouvrage qui s'appelle Basculons dans un monde vivable, qui retrace un peu les bascules de jeunes, notamment des jeunes diplômés des grandes écoles, qui est un sujet très d'actualité, et donc un bouquin qui est sorti chez Actes Sud en avril dernier. Et je me consacre aussi au collectif Le Bruit qui court depuis 1 an déjà, avec cet objectif de relier art et engagement, ce qui me tient beaucoup à cœur. Alice, Alors moi, je suis plus jeune. Du coup, c'est hyper bizarre. juste tu veux. Je suis plus jeune, du coup, j'ai moins de panel à mon actif. Mais en gros, je suis étudiante en philosophie, en master, recherche philosophique sur la nature, l'homme et la société, à Bordeaux. J'ai eu quelques expériences militantes aussi pour des luttes locales, notamment à Toulouse. J'ai fait Greenpeace et d'autres trucs moins connus, plus locaux. Et là, je suis au Bruit-Court depuis avril, en service civique, où j'ai la charge du coup de coordonner un petit peu la vie au printemps, du coup l'hôtel dans lequel on est et qu'on investit, et du coup le festival qu'on va organiser fin août. Ok. Donc je vous propose d'abord disons, de me présenter l'origine du Bruit qui court, de ce projet, quel est l'objectif vraiment de ce collectif-là, et ensuite j'entrerai un peu plus dans les détails par rapport au manifeste que j'ai pu voir. Des questions pièges. c'est Voilà, vrai. exactement. Le bruit qui court. Le bruit qui court, c'est né d'une volonté, on va dire, de base quand même, de certains militants et militantes qui étaient plus ou moins proches les uns des autres, où on collaborait, on travaillait ensemble dans des diverses associations, de se poser la question de quelle était la place de l'art dans nos engagements respectifs. On est nombreux et nombreuses à avoir une fibre artistique, mais à pas forcément trouver l'espace pour s'exprimer, pour le faire, etc. Et si moi je parle à titre personnel, en fait, j'ai dansé pendant très longtemps dans une école de danse. J'ai commencé à l'âge de mes 5 ans. J'ai fait de la danse contemporaine, la danse moderne jazz, du hip-hop. Et en fait, j'ai arrêté de danser quand je suis devenu écolo. Parce que je me suis dit, en fait, là, on est dans un moment critique de notre civilisation. On est en train de vivre des effondrements en cours qui sont assez conséquents, effondrement de la biodiversité notamment. Et donc, à quoi ça sert aujourd'hui de danser dans un monde qui s'effondre? Et donc, j'ai un peu cette crise de sens de, en fait, là, il faut que je fasse quelque chose d'utile, il faut que je me rende très utile. Donc, je vais faire des actions partout, je vais être bénévole dans plein d'assauts, je vais m'engager à fond, quoi. Et donc, j'ai laissé complètement de côté cette partie artistique. Et donc là, on essaye déjà individuellement de se reconnecter à ça et de voir ce que peut l'art face aux effondrements en cours et comment est-ce que ça peut se relier à notre engagement. Et donc, du coup, moi, j'ai identifié 2 choses, en tout cas, qui me semblent très intéressantes, qui est que déjà, ça peut rendre désirables les luttes. On a aujourd'hui beaucoup de luttes qui sont encore très inaccessibles pour certaines personnes ou qui paraissent très lointaines parce qu'on a du mal à les rendre désirables. Et donc, c'est comment est-ce qu'on touche le grand public à travers l'art pour rendre désirables ces luttes-là.
Et la deuxième chose, c'est que l'expérience artistique permet notamment la construction de nouveaux récits qui nous permettent de nous projeter dans un autre futur. Et donc, c'est beaucoup reproché aussi aux écolos, on va dire, si on catégorise comme ça, qui est, OK, vous dénoncez un système capitaliste, productiviste, patriarcal, parce que tous les mots qu'on veut mettre dessus, mais vous proposez pas d'autres alternatives concrètes. Comment est-ce qu'on se projette dans un monde où, en fait, avec un autre système de valeurs, un autre fonctionnement. Et donc, ce que permet l'expérience artistique, notamment l'écriture, mais pas que, aussi le spectacle vivant, aussi la production de séries télé, on pourrait y revenir, tout ce qui est la production de récits et d'imaginaire, c'est ce que du coup on va essayer de faire avec le bruit qui court, donc à la fois rendre nos luttes désirables avec une branche très action et de s'allier avec des collectifs qui font des actions, notamment de désobéissance civile, et donc de construire des récits et des imaginaires en passant par la fiction, les arts vivants, le théâtre, pour essayer de permettre à toute une jeunesse qui est un peu en perte de sens de se projeter dans un autre monde qui est somme toute plus souhaitable et de fait nécessaire. Dans les faits, ça va se matérialiser comment? Par quel type de projet? On essaie d'être en soutien, de voir comment est-ce que l'art peut être en soutien d'une lutte locale. Donc là, on l'a fait notamment en Bretagne, on a été en soutien notamment de projets contre l'agro-industrie. On l'a essayé de le faire là, on vient d'arriver un peu sur Arles pour certains et certaines d'entre nous, donc se mettre en lien avec la lutte sur le contournement autoroutier et de voir un peu concrètement ce contournement autoroutier, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, et sur la protection de la biodiversité, le lien avec tout le territoire arlésien, de ce que ça peut représenter aussi comme modèle de société de manière plus large de construire cette autoroute. Et donc là, c'est de voir comment est-ce que par l'expérience artistique, on peut sensibiliser le grand public à cette lutte-là. Parce que c'est un peu ce qu'on dit souvent au bruit qui court, c'est que agiter le rapport du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, dans tous les sens, ajouter ce rapport, en fait, finalement, ça mobilise peu ou pas assez. Et on l'a vu à quel point le nombre de tribunes de scientifiques a fait peu bouger les choses. Et en fait, les chiffres et mobilisé par les chiffres, par les constats, c'est pas suffisant. Donc, essayer de passer par l'expérience artistique, on pense que ça peut avoir un impact. Donc, on va essayer de le faire comme le font déjà beaucoup, mais de continuer dans cette veine-là, quoi. C'est vrai que c'est difficile parce qu'au final, il y a un vrai besoin de rendre, c'est un peu horrible de dire ça, mais de rendre le combat contre la crise climatique attractif. Moi, je dirais même sexy. Ouais. Sexify the climate. C'est sexifier le climat. En fait, c'est parce qu'en fait, on est dans qu'on le veuille ou non, on est dans un monde de l'image. Ouais. Un monde où on est constamment abreuvé d'images, de récits, de choses qui nous poussent à consommer et de nous dire qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, en fait, il faut rentrer dans cette bataille-là en disant, en fait, non seulement cette bataille face au réchauffement climatique et face aux effondrements en cours, elle est nécessaire, parce qu'en fait, on parle d'un monde à plus de degrés, c'est juste inhabitable pour une grande partie de la population mondiale. Et donc, il y a besoin que ce soit vraiment désirable pour une majorité de la population et qu'on n'attende pas d'être confronté réellement, nous, sur notre territoire, aux conséquences du réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, pour agir. Donc voilà, de rendre ça désirable, c'est vraiment notre objectif aussi, quoi. Et pourquoi le titre Le bruit qui court? Je crois que c'est parti, alors moi j'étais pas là personnellement, mais je crois que c'était parti d'un moment lors de la deuxième édition de Agir pour le vivant, où tous les acteurs étaient réunis et ils cherchaient un nom comme ça. Et en fait, ils faisaient ce qu'on appelait un téléphone arabe avant. Et en fait, on se disait, mais ce nom, il est pas OK, il est pas ouf et tout. Du coup, on cherchait un autre nom. Et à un autre moment, en parallèle, il y avait une autre discussion bref, je crois qu'il y a eu deux discussions qui se sont mêlées et ça a fait juste faire courir le bruit. Et du coup, l'autre discussion a entendu l'intervention de l'autre personne. Et du coup, ils se sont dit, ah, mais c'est super ça. Alors qu'ils parlaient pas du tout de la même chose à la base. Et du coup, voilà, le bruit qui court. Oui, puis c'est aussi une manière de ne pas avoir un nom de mouvement dans lequel il y a marqué vert ou écologie, quoi, parce qu'on sait à quel point parfois c'est un peu... Déjà, de toute façon, tout est déjà pris. Ah, mais c'est vraiment pas évident. Quand j'ai cherché le nom de mon podcast, j'ai mis longtemps. Qui s'appelle comment, du coup? On n'est pas sorti des ronces, du coup. C'est pas mal. Et mais franchement, c'était galère. Donc, j'ai lu votre manifeste, qui était vraiment beaucoup trop stylé. J'ai trouvé ça très, 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 très inspirant. Donc, j'ai pu lire, qui était réparti sur 3 axes: redéfinir, créer et se soulever. Donc, il y a un moment où, en fait, on voit vraiment à travers le manifeste que vous mélangez, donc, comme tu l'as dit, Maxime, c'est que vous mélangez donc l'art et l'activisme. En quoi, selon vous, l'art peut vraiment faire basculer les choses au niveau de la transmission ou au niveau de l'engagement? En fait, on pense que là, il y a une urgence à déclencher, à impacter l'aspect sensible des gens. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le côté intellectuel, mental ne fonctionne pas. Et en fait, on parle beaucoup d'écologie intérieure.
Et en fait, on pense qu'on ne peut pas protéger le vivant si on ne protège pas déjà le vivant en nous et autour de nous. Et du coup, il y a un vrai, c'est un peu comme ça qu'on le voit, des poupées russes en fait, où la protection du vivant va aussi passer en premier en fait par une protection de nos droits, de nos liens, de notre rapport à la nature, pour après s'inscrire dans un truc plus global. Mais voilà, cette idée, c'était vraiment de toucher le sensible et parce qu'on part du fait qu'on ne se bat pas pour quelque chose dont on n'est pas sensibilisé, dont on n'est pas intimement convaincu avec les tripes en fait, et pas forcément qu'avec le mental. Et du coup, c'est ce truc de se mettre en mouvement par le sensible, par quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qu'on arrête d'intellectualiser, mais juste qu'on se laisse porter par le truc. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la danse, avec l'écriture, avec le théâtre. C'est cette idée voilà, de se laisser envahir par nos émotions aussi, par notre colère, la colère de notre génération, la tristesse, la peur aussi, pour essayer de mettre en mouvement, pour toucher en fait les humains de façon plus intuitive. Puis c'est vrai que dans les faits, quand on voit par exemple les photos de Yann Arthus Bertrand, quand on voit certains films qui sont en rapport avec l'écologie, des documentaires, on voit quand même au niveau de l'émotion que ça transmet. Au final, je pense quand même qu'il y a une action de sensibilisation qui est quand même plus efficace, malheureusement, comme tu le disais, que des scientifiques qui vont parler dans une émission du rapport du GIEC. Oui, et puis en fait, tout simplement, qui aujourd'hui est capable de se représenter un monde à plus de degrés, qui est capable de comprendre cognitivement ce que ça veut dire, l'effondrement de la barrière du corail. Enfin, en fait, c'est des échelles qui sont tellement macro, qui sont tellement grandes, qui sont parfois aussi tellement loin de nous géographiquement, que c'est très difficile de s'en rendre compte et de visualiser ce que ça veut dire. Et en fait, c'est ça qui est hyper triste, mais c'est aussi comme ça que fonctionne notre cerveau, c'est que malheureusement, on n'a pas les capacités cognitives. Le cerveau humain ne peut pas penser de manière aussi large et de représenter un monde comme ça qui évolue aussi rapidement, de manière aussi rapide et aussi imprévisible parfois, comme on le voit avec les conséquences du réchauffement climatique, quoi. Donc c'est se dire, le cerveau n'est peut-être pas notre meilleur allié en fait dans cette lutte-là. Et peut-être que ce qui est notre meilleur allié, c'est plutôt une autre partie de notre cerveau qui est plutôt celui qui contrôle les émotions. Moi, j'aime bien parler, ce que c'est parler des tripes. C'est important de se dire, en fait, si on attend simplement des gens qui soient conscientisés, ils vont peut-être aller marcher pour le climat une fois, deux fois, etc. Mais les gens qui sont vraiment convaincus au plus profond d'eux, c'est qu'en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est convaincu et qui est lucide face à la situation, va pas se poser la question deux fois avant d'aller marcher pour le climat, il va pas aller se poser la question deux fois avant d'aller bloquer un entrepôt Amazon s'il faut le faire, pour protéger une zone à défendre ou autre, parce qu'en fait, c'est juste ancré en lui ou en elle qu'il y a une nécessité, et donc ça vient vraiment du bide, beaucoup plus que de la tête, tu vois. Genre, Non, tu as raison. Bah, on va en parler après. Il y a une question aussi psychologique là-dedans. On va aborder un peu vite fait l'éco-anxiété si ça vous va, juste après. Mais vous êtes un collectif qui est très jeune. On voit de plus en plus quand même qu'il y a on connaît Greta Thunberg à l'international, on connaît Camille Etienne à l'échelle française. On voit de plus en plus de la jeunesse qui représente des mouvements liés aux enjeux climatiques et environnementaux. Bon, ma question elle est assez simple, mais vous pensez que c'est la jeunesse qui a au final les clés pour résoudre pas mal de problèmes? Personnellement, je pense que oui, parce que quand on se confronte aux anciennes générations, ne serait-ce que celles de nos parents, on voit qu'il y a déjà beaucoup trop de schémas qui sont ancrés dans les façons de penser, de faire, et qu'il est du coup beaucoup plus difficile de déconstruire. Là où nous, on arrive dans un monde tout jeune, on a tout à reconstruire, et en fait, on se rend compte que tout se casse la gueule, entre guillemets, et du coup, on a vraiment juste toutes les clés en nous pour faire face à ça, quoi. Ouais, je rajoutais qu'on n'a rien à perdre. En fait, Oui. nous, on n'a rien à perdre. Moi, j'ai pas de statut social, j'ai pas de capital économique et financier à perdre là maintenant tout de suite. En fait, j'ai pas d'argent sur mon compte en banque, j'ai pas de travail ou de statut social qui m'est donné par ce travail de cadre dans une grosse entreprise. Donc, en fait, j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner à promouvoir une autre forme d'organisation de notre société. Et par contre, j'ajouterais une nuance qui est que pour moi, c'est hyper important de s'inscrire dans un combat intergénérationnel, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se battent depuis des années, des personnes plus âgées qui sont présentes dans des luttes depuis des années et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Et donc c'est hyper important d'apprendre des personnes qui se mobilisent depuis des années, notamment je pense à des gens qui ont basculé et qui sont conscients des enjeux depuis très longtemps, depuis 68,
même avant que le rapport du GIEC ne sorte. Enfin voilà, donc il y a aussi faire très attention à ne pas opposer. C'est ce que font beaucoup les médias aussi. Oui. On est souvent invité sur des plateaux ou sur des radios en disant voilà, il y a le jeune pour le climat et le vieux climato-sceptique. Et donc c'est des visions hyper binaires, alors qu'en fait il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont pas conscients des enjeux, voire qui sont climato-sceptiques. Et il y a aussi beaucoup de vieux qui sont beaucoup de vieux, des personnes plus âgées, pardon, qui sont plus engagées, voire plus engagées que nous, quoi. Et on va pas apprendre à nos grands-parents à faire un compost, alors qu'en fait, eux, ils ont passé leur vie Exactement. à se lutter contre le gaspillage alimentaire parce que c'était la base de leur éducation, quoi. Mais en fait, quand moi je pose cette question, c'est plus dans le sens où, comme tu dis, c'est que en fait, on a besoin de donner envie à des jeunes de s'impliquer. Et c'est vrai que de voir d'autres jeunes faire plein d'actions, plein de mobilisations, je pense que il y a un côté inspirant. Et par exemple, vous, dans votre, je sais pas, vraiment dans vos points de vue, ça passe par quoi un jeune qui veut s'engager? Ça va passer par le vote, ça va passer par quitter par exemple une structure polluante comme certains qui refusent, qui s'émancipent des grandes entreprises en sortie d'école, ça va passer par des manifestations, ça va passer par quoi? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement et ça passe très simplement déjà par une reformulation de notre façon de vivre à l'échelle individuelle, notre façon de consommer, de relationner, parce qu'on se rend compte quand on est un peu dans le milieu qu'il y a vraiment une intersectionnalité des luttes qui est très présente et qui est très vraie dans nos quotidiens. C'est-à-dire qu'on peut pas se revendiquer écolo si en fait à côté on n'est pas pour la protection des droits des femmes, parce qu'en fait tout est lié. Donc c'est un truc très holistique que pour moi quelqu'un d'engagé c'est quelqu'un qui a vraiment conscientisé toutes ces luttes-là et qui les a intégrées dans sa façon de vivre. Et après du coup pour gagner en force et en impact, je dirais c'est quelqu'un qui s'allie avec d'autres gens, qui se rassemblent. Et là, ça dépend des affinités, mais par exemple, quelqu'un qui a vraiment voilà, une affinité dans l'art, en fait, quelqu'un qui va créer un collectif dans l'art justement engagé comme on essaie de le faire. Ou alors, si quelqu'un est motivé par la politique, justement, essayer de rentrer dans les institutions parce qu'on n'est pas obligé toujours d'être à côté de ce qui est déjà fait pour faire changer les choses. On a besoin que la lutte se fasse dans tous les plans. Et du coup, voilà, c'est juste d'être cohérent avec soi-même, en fait, et avec tout le reste, et de se mobiliser selon nos affinités et de faire le mieux qu'on peut, quoi, avec les gens qui sont portés par les bonnes intentions. Puis c'est vrai que passer à l'action, ça permet aussi de contrer donc un phénomène, en tout cas c'est pas un phénomène, mais en tout cas une problématique qui se pose de plus en plus, qui est l'éco-anxiété, où on voit quand même à la base tout le monde disait oui c'était presque une théorie, mais on voit bien que dans les faits ça se matérialise réellement par des troubles anxieux, pour des personnes qui ont peur de demain. L'action c'est le meilleur moyen de contrer ce phénomène-là, non? Ouais, j'insisterai sur l'éco-anxiété qui est un vrai phénomène extrêmement présent qui a été beaucoup accentué par la crise du Covid aussi et le confinement et l'impact que ça a eu sur toute une jeunesse qui a été vraiment très perturbée pendant cette période et qui l'est encore aujourd'hui. Et moi, à titre personnel, je suis quand même pas mal contacté par des psychologues qui veulent travailler avec nous justement sur comment est-ce qu'on fait face à l'éco-anxiété grandissante des jeunes. Il y a peu ou pas assez de psys aujourd'hui qui sont formés pour ça. Et donc parfois c'est dur de trouver des cellules d'écoute qui sont à la hauteur de ce qu'on attend en tant que jeune éco-anxieux. Après, moi j'ai un ami qui s'appelle Tanguy qui raconte beaucoup à quel point le mot anxieux est peut-être mal choisi parce qu'en fait on parle plutôt d'éco-lucidité. En fait de dire que ce serait de renvoyer ça à un trouble un peu psychopathologique, de dire en fait je suis anxieux, éco-anxieux et donc ça ramènerait à quelque chose qui est bizarre ou qui est pas normal. En vérité, être anxieux aujourd'hui et donc être lucide face à la situation, c'est peut-être la chose la plus saine. Et donc, en fait, j'ai envie de dire à tous les gens qui se sentent pas bien, en fait, vous êtes sains de ne pas vous sentir bien parce qu'en fait, la gravité de la situation, elle est quand même énorme. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment-là et comment est-ce qu'on le combat? Et tu l'as dit très bien, en fait, passer à l'action. Et je rajouterais l'action collective, ce que disait Alice, le fait de s'allier avec des gens, c'est juste la base parce qu'en fait, rester seul, ça peut très vite être problématique. Et moi, même de manière provocatrice, j'insisterai sur le fait de cultiver un entre-soi. En fait, on dit toujours il faut sortir de nos cercles, il faut aller toucher plein de gens, discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. En fait, faites-vous du bien.
juste cultiver un entre-soi, soyez avec des gens qui sont d'accord avec vous un petit peu, au moins quelques fois dans la semaine, parce qu'en fait, sinon c'est très difficile quand tu fais une action de désobéissance civile et que tu te confrontes à des gens qui non seulement sont pas d'accord avec toi, mais en plus qui sont plus que pas d'accord avec toi, qui veulent aller à l'inverse de toi où tu vas. C'est c'est hyper violent, c'est hyper dur. On en reparlait à la fois avec Alizé qui s'est attachée au filet de Roland Garros, tu vois. Elle s'est fait huer pendant des minutes par tout un stade entier. Mentalement, c'est super difficile quoi, de se confronter à cette réalité-là, qu'il y a une partie de la population qui n'est juste pas conscient des enjeux et qui, pire que ça, veut aller dans l'autre sens. Et donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi de se dire, en fait, cultivons notre entre-soi, allions-nous aussi avec des gens qui sont d'accord avec nous, qui partagent nos valeurs, construisons une force collective vraiment saine et efficace, et allons ensuite ensemble sur des terrains qui nous semblent un peu plus corsés, difficiles, vallonnés. Voilà. Dans tous les cas, c'est que c'est nécessaire que d'aller un peu dans la confrontation, mais comme tu dis, c'est décourageant parfois. Donc forcément, quand même, c'est bien d'être associé avec des gens qui pensent un peu pareil que toi. Ouais. Ça reste. Ne nous flagellons pas de cultiver notre entre-soi. sûr. Vraiment, Oui. moi je dis arrêtons avec ça. Vraiment, Oui. c'est aussi bien d'être avec des gens qui sont d'accord avec nous. Avant de clôturer l'interview, j'avais envie de vous faire commenter 2 phrases que j'ai pu lire donc, dans la présentation de votre collectif. En fait, j'ai bien aimé ces 2 phrases, donc je voulais vous les faire commenter. La première, c'est gagner la bataille culturelle dans notre société. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Pour nous, c'est changer, justement, c'est cette thématique des nouveaux récits, infuser un nouveau récit dans la société, dans la mesure où ce qui gagne aujourd'hui notre collectif, notre inconscient collectif, c'est plutôt voilà, toujours ce truc de la méritocratie. Tu réussis ta vie si tu as gagné beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de biens matériels, etc. Et en fait, gagner la bataille culturelle, c'est changer ça, c'est justement renouveler ces paradigmes-là. Et en fait, c'est aussi se questionner sur la question du bonheur. Pourquoi on est là? Pourquoi on existe? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous rend vivants? Et en fait, quand on se pose ces questions-là, quand on se met vraiment à réfléchir sur ces questions-là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose, si ce n'est être entouré avec des gens qu'on aime, faire des choses qui nous plaisent et qui ont du sens pour nous tous les jours. Et voilà, revenir à quelque chose de plus simple, en fait. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'on utilise l'art pour, encore une fois, se reconnecter à notre sensible et au vivant qui est à l'intérieur de nous, qui, en fait, si on l'écoute bien, nous crée juste de revenir à quelque chose de plus simple et de plus apaisé, quoi. Je vais ajouter un exemple très, très concret sur la bataille culturelle sur les transports, par exemple. Aujourd'hui, la voiture individuelle, c'est-à-dire posséder une voiture par personne, c'est un symbole de liberté qui est vraiment vendu dans les publicités pour des SUV, qui est vendu dans les films aussi. Tous les super-héros ont des super-voitures, etc. Et donc, il y a ce biais-là qui est que la liberté serait de posséder une voiture individuelle. Là où les transports en commun, c'est la contrainte, c'est la difficulté de déplacement, etc. Et donc nous aussi, ce qu'on veut faire avec le bruit qui court, c'est changer ça, c'est basculer ces récits vers une autre forme de récit où en fait, ce serait complètement OK et accepté. Et c'est déjà le cas dans beaucoup de pays que en fait, la majorité des transports se font à vélo, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de transports qui se font au quotidien, qui sont à moins de 5 à 10 minutes en voiture et donc qui peuvent se faire largement en vélo, mais qui ne sont pas faits. Et donc la bataille politique qu'on connaît plus reviendrait à mettre en place des infrastructures, à donner la gratuité des transports en commun, etc. La bataille culturelle, c'est d'influer sur les récits pour influer aussi sur les comportements et de se dire aujourd'hui, je peux me déplacer à vélo et c'est pas complètement absurde pour moi de le faire et je me sens à l'aise de le faire, voire j'y trouve une certaine forme de plaisir aussi, quoi. Et donc ça joue beaucoup dans notre cerveau, ça joue beaucoup dans la projection qu'on a des différents systèmes de valeurs qu'on a aussi au quotidien. Et donc associer la liberté à autre chose que la voiture individuelle et le gros 4x4, ça c'est faire la bataille culturelle. Ça demande du temps, ça demande de travailler avec des producteurs de séries télé, avec des gens qui écrivent des romans, avec des influenceurs, avec voilà. Donc c'est toute une série de récits qui sont diffusés sur plein de plateformes différentes. Et donc la bataille culturelle, elle est plus longue, elle est plus qualitative et moins quantitative que la bataille politique, donc elle est plus difficile à voir en termes de victoire, mais elle est tout aussi structurante et c'est hyper important de commencer dès maintenant. Il y a déjà des gens qui le font, hein, mais il faut continuer et accentuer ça, quoi. Puis même influencer les récits, c'est comme tu dis, c'est influencer les besoins. Et donc au final, on peut changer les besoins des gens. Mais c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup de gens nous rétorquent de l'autre côté, des gens qui sont pas trop d'accord avec nous, qui disent en fait, s'il y a un système capitaliste aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des grosses forces vraiment qui contrôlent le système, etc., qui ont décidé que, c'est parce qu'en fait, le système capitaliste répond à des besoins de consommateurs. Bon, après, c'est tout le débat de est-ce que le système crée lui-même les besoins. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, les gens consomment sur Amazon.
Et donc, qu'on le veuille ou non, il y a un système qui tient parce que les gens y participent. Alors la question c'est, est-ce que c'est le système capitaliste qui va créer ses besoins pour s'auto-entretenir, ou est-ce que c'est les gens qui ont une certaine forme de libre arbitre qui décident volontairement d'y aller et de consommer sur Amazon? Ça, c'est des questions de psychologie comportementale, il y a plein de débats sur la question. Mais en tout cas, effectivement, tu le dis, moi je pense qu'il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'aujourd'hui, notamment chez les jeunes, il y a plein de jeunes qui rêvent encore d'acheter la dernière paire de Nike et d'Adidas qui va sortir dans 2 mois et qui sont prêts à payer beaucoup pour ça, ou d'acheter un nouveau téléphone. Et en fait, faut pas nier et dire non, tout le monde est conscient, etc. Enfin, C'est ça. Et aussi, gagner la bataille culturelle, c'est aussi pour nous cet enjeu de faire basculer l'image des écolos qui sont traités de Amish ou qui sont des espèces d'illuminés pieds nus, complètement déconnectés de la réalité. En fait, on veut vraiment porter ce message d'une jeunesse justement lucide, consciente, et en fait, qui est dans la joie. Parce que on se rend compte que de se mobiliser comme ça et de faire des choses qui ont du sens pour nous, c'est ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui nous fait vibrer, en fait. Et du coup, pour nous, gagner la bataille culturelle, c'est changer cette vision comme ça des écolos, des gens qui se battent pour le vivant. En fait, il faut que ça soit étendu à l'ensemble de la société et pas que ce soit marginalisé ou mal vu, en fait. Puis montrer que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ces besoins-là, cette consommation-là, rend pas forcément plus heureux. Bien au contraire, on voit bien qu'il y a un renforcement des troubles anxieux-dépressifs qui sont relatifs à cette activité consumériste. Et bon, vous avez quand même commencé déjà un peu à y répondre, hein, parce que, bon, même vous y avez complètement répondu, parce que la deuxième phrase, c'était bouleverser les récits du vieux monde. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de changer ce paradigme qui était initial, qui ont été portés par les anciennes générations. Et c'est vrai que je vais quand même rebondir sur ce que tu disais, Maxime, c'est que il y a quelques jours, cette semaine, il y a eu un clip qui a été fait par Karim Benzema où il montrait en fait donc ses voitures, ses avions comme un grand symbole de sa réussite personnelle. Et ça, je veux pas lui enlever. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, il va y avoir énormément de jeunes qui vont regarder ça. Et franchement, quand tu es petit, que tu as 8 ans, 10 ans et que tu vois ça, c'est vrai que pour toi, tu l'associes directement à une réussite, la réussite finale de ta vie, quoi. Ouais, et ça, c'est pour ramener une petite référence qui nous parle beaucoup, bruit qui court, c'est Nancy Houston qui dit que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. Et en fait, ce qui fait de nous une espèce différente de toutes les autres espèces animales, c'est qu'on a une capacité de créer des récits, de se raconter des histoires. Et donc, du coup, c'est à quel point ces histoires qu'on se raconte n'arrivent pas après les faits, mais avant. Et donc, c'est à quel point on agit en fonction de ces histoires qu'on se raconte. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi être libre, c'est quoi être heureux. Donc, être heureux, c'est veut dire habiter dans une maison pavillonnaire avec une maison individuelle par personne pour avoir la liberté de se déplacer, etc. Et donc, on va construire après une réalité matérielle qui dépend de ces histoires-là. Et donc, c'est tout l'objectif de raconter des nouvelles histoires, des nouveaux récits, qui est loin d'être un truc futile et un truc d'écolo, etc. Machin, mais c'est vraiment important de travailler, comme tu dis, alors soit avec des footballeurs, soit avec des gens qui ont une énorme influence aussi sur ces récits-là. Mais au-delà de ça, moi, j'insiste sur les producteurs de séries, notamment, parce que je pense que c'est aujourd'hui l'un des vecteurs sur lesquels se diffusent majoritairement ces récits-là, sur lesquels il faut insister, quoi. Et donc, avoir une série télé dans laquelle, aujourd'hui, tu n'as pas une seule voiture, en fait, voir un héros ou une héroïne principale qui ne se déplace pas en voiture, ça peut être intéressant et ça peut ramener... Enfin, voilà, changer un rapport au déplacement, au monde, au temps aussi, parce que du coup, dès que tu changes ton rapport au transport, tu changes ton rapport au temps. Bon, ça bouscule beaucoup de choses. De toute façon, on va être obligé de bousculer beaucoup de choses. Donc en fait, c'est ce qu'on choisit d'accompagner et d'aller de l'avant avant qu'on soit contraint de faire ses choix, ou est-ce qu'on attend d'être contraint de faire ses choix et de les faire de manière contrainte, avec une certaine forme de souffrance et que ce soit un peu plus difficile. Alors que là, on peut le faire dans la joie et se raconter de nouvelles histoires qui font plus sens aujourd'hui et qui sont plus en accord avec les limites planétaires aussi, tout simplement. C'est ça. Et aussi, j'ai ajouté les nouveaux récits, c'est aussi une façon pour nous, en tant que militants, de ne pas être toujours dans le contre la société, contre ce qui se fait habituellement, mais plutôt dans un truc de, en fait, on va arrêter d'être vus comme les relous, toujours rabat-joie, qui juste sommes là à interdire tout. On va juste plutôt essayer de passer par une proposition, quelque chose qui donne envie, et du coup qui parle plus à l'inconscient et voilà, au sensible, encore une fois, pour sortir de ce côté moralisateur. Voilà. C'est pour rendre désirable, en fait, la démarche. Mais en tout cas, dans les séries, ça commence quand même.
Il commence à avoir des vélos de plus en plus. Il y a de moins en moins de courses-poursuites, je remarquais. Dans Stranger Things, il n'y a que du vélo. Ouais, On va conclure l'interview dans 2-3 minutes. Ouais. On va quand même revenir sur le festival Agir pour le vivant. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous allez faire donc, durant cette semaine du 22 au 28 août? Alors, pendant une semaine, on va proposer à 150 jeunes une semaine de formation au militantisme, à d'autres façons de militer, notamment par l'art, du coup. On va proposer, du coup, dans cette brique formation, de quoi s'informer et se rendre encore plus conscient, en fait, des tenants aboutissants des luttes, avec des animations de plusieurs fresques, fresques des nouveaux récits, fresques des climats, etc., du climat, etc., pour aussi s'assurer qu'on ait tous le même niveau, en fait, d'information, qu'on soit vraiment tous cohérents dans la façon dont on porte nos luttes. Et du coup, à côté, on a, du coup, ça correspond à nos deux jambes de l'association, le côté information, pédagogique, et le côté sensible, l'animation d'ateliers créatifs, du coup, avec des ateliers d'écriture, de théâtre, performance, de danse et d'ateliers graphiques, pour justement essayer de faire en sorte que ces jeunes-là s'emparent justement de toutes ces informations-là qu'ils auront acquises, pour les rendre communicables et diffusables de la meilleure façon qu'ils soient, avec selon leur sensibilité, en fait, parce que c'est aussi important pour nous que chacun s'approprie vraiment avec sa personne et ses propres tripes, voilà, des choses qui leur tiennent à cœur. Voilà. Ouais, en une phrase, c'est faire vivre une expérience collective forte à 150 artistes et militants qui vont se retrouver pendant une semaine pour expérimenter comment est-ce qu'on peut mettre de l'art dans l'engagement et de l'engagement dans l'art, et avec notamment une grosse performance artistique qu'on organisera le samedi 27 août dans le cadre de Agir pour le vivant, donc en clôture du festival, le samedi à 19h, place de la République à Arles. Et donc on commence à travailler sur cette performance, et l'objectif c'est vraiment de vivre un moment fort et de lancer ce mouvement qui s'appelle le bruit qui court, qui va prendre vraiment, déployer ses ailes en septembre à la rentrée après cette semaine de lancement, qui a pour objectif, je le rappelle, l'intention qu'on s'était posée, qui était de faire jaillir par l'expérience artistique un engagement massif et profond à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de nourrir à chaque fois dans nos actions, et donc par les ateliers créatifs qu'on va faire en lien avec la lutte locale pendant la semaine, par les formations dont tu as parlé, Alice, par aussi les soirées qu'on organise avec des intervenants et des intervenantes. Camille Etienne sera avec nous, Victoire Toyon du podcast Le Cœur sur la table, aussi pour celles et ceux qui connaissent Vandana Shiva, qu'on ne présente plus, des réalisatrices comme Elisa Lévy qui a fait un documentaire sur Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc on a un sacré panel de Eva Sadoun aussi, qui est une chouette femme qui fait beaucoup de choses pour l'économie aujourd'hui. Et voilà. Je serai là, moi aussi. Et il y aura Jordan, évidemment. Donc, en intervenant, on va te caler sur le tableau ronde. Attends, bien sûr, si tu sors un bouquin. Je serai juste pour les interviews. Bon, en tout cas, merci beaucoup tous les deux. C'était beaucoup trop cool. De toute façon, moi, je vous retrouverai dans quelques semaines. Si vous voulez, vous pouvez rester avec moi après la pause musique. Je vais interviewer le coordinateur général Alain Tulot. Donc, vous pouvez rester. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve dans quelques semaines pour un petit plateau au festival Agir pour le vivant. Avec grand plaisir. Salut Woudo. Salut Jordan. Just wait a while. The one I need is tied up right
just wait a while. The one I need is tied up right. I will be the first in line to open up, so I don't mind. I will be the first in line to open up, so I don't mind to give you all. So let's get round to it. The one I need is tied up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right now. So let's not draw the line, 'cause I can't make my mind up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up right. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage. Bonjour Alain, ravi de vous avoir au téléphone pour parler de ce très beau festival, le festival Agir pour le vivant, qui aura lieu en Arles du 22 au 28 août, dont vous êtes le coordinateur général. Donc je vous propose que vous me présentiez un peu ce festival et ensuite j'enchaînerai avec d'autres questions. Ok. Merci, bonjour à tous. Voilà, bon, Agir pour le vivant est une initiative qui est née en 2020 et qui vise à développer des réflexions, une plateforme d'action autour de tous les enjeux du vivant aujourd'hui. Voilà, c'est surtout un rendez-vous qui permet chaque année de réunir celles et ceux qui agissent, réfléchissent, œuvrent autour des enjeux du vivant, à essayer de porter cette réflexion urgente, d'en faire une cause commune collective. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce titre, on évoque souvent les termes climat, environnement, écologie. Pourquoi ce choix de parler de vivant ? Écoutez, force est de constater que le projet s'est immédiatement appelé Agir pour le vivant lorsque nous avons évoqué dans les tout premiers échanges notre volonté de faire émerger ce projet, redonner de l'action. Force est de constater aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes que l'action fait défaut d'une part et d'autre part qu'un certain vocabulaire associé à ce qui advient aujourd'hui, réchauffement climatique, extinction des espèces, n'avait pas eu l'impact et n'avait pas créé la mobilisation escomptée. Donc il nous s'agissait pour nous de reparler du vivant, voilà, mettre en perspective tout ce qui nous relie à l'ensemble du vivant, rappeler que nous sommes humains que dans le lien que nous avons au reste du vivant, et on l'a constaté depuis. Le projet il est né dans nos têtes en décembre 2018, donc bien avant la crise qui nous écrase aujourd'hui, la crise écologique, la crise sociale, et rappeler, comme je le disais, que nous sommes vivants que dans le reste de nos liens avec l'ensemble du vivant, d'une part, et tenter, au travers de toutes les réflexions, toutes les actions que nous développons, que de faire émerger une dimension sensible à cette crise, et que cette cause commune, comme je le disais tout à l'heure, devienne aussi une cause liée à nos émotions, liée à nos fragilités, liée à nos sentiments. Au final, on peut voir que c'est un festival qui varie vraiment au niveau des thèmes. On voit des thèmes sociétaux, environnementaux, politiques, artistiques, mais aussi au niveau des invités. Pour citer les plus prestigieux, Rob Hopkins, Éloi Laurent, Edgar Morin, Fel Winsar, il y en a plein d'autres. On peut voir que c'est des écrivains, des scientifiques, des politiques, des philosophes. Pourquoi cette envie de varier disons, les disciplines et de ne pas se limiter à l'écologie, tout simplement? C'est une évidence que d'essayer, au travers d'Agir pour le vivant, de réunir ce que pourrait être un gouvernement du vivant, pour reprendre une acceptation que nous connaissons tous, c'est-à-dire de témoigner que les solutions, d'une part, elles existent, mais qu'elles existent
collectivement en associant, en mélangeant les approches, les disciplines, les regards. Hein. Je pense qu'il y a un mot qui revient couramment dans la bouche de celles et ceux qui sont venus à Arles, c'est la question de l'apaisement. C'est-à-dire réunir toutes ces composantes de la société dans une forme d'apaisement pour enrichir les échanges et les contributions. Enfin, rappeler aujourd'hui que c'est dans cette vision collective que nous trouverons les solutions à la situation dans laquelle nous sommes. Puis c'est vrai que voilà, vous avez choisi le terme, le nom de festival, je trouve ça en dit long, c'est-à-dire qu'il y a ce côté festif, ce côté où on se retrouve tous pour parler ensemble de solutions et pas que Mhm. de constats. Exactement, c'est aussi rappeler, au travers de toutes les thématiques que nous abordons, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce que pourrait être une société qui intégrerait le vivant au cœur de ses enjeux. Vous l'avez vu, nous traitons aussi bien de l'entreprise du vivant, c'est une conviction depuis le départ que sans les entreprises, il n'y aura pas de transition rapide vers les vivants, mais nous abordons également des sujets comme la médecine du vivant, comme l'alimentation, comme la justice pour le vivant, notamment au travers de toutes les réflexions et des travaux qui sont menés en France par Marie Toussaint et Valérie Cabanès, qui sont de toute façon des pionnières sur la question de l'écocide. Voilà, donc c'est balayer vraiment toutes les réflexions qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Elles sont nombreuses, extrêmement riches, hein, pour rappeler ce que serait cette société du vivant. Si on revient un petit peu sur le programme, donc j'ai pu lire qu'il y avait des résidences, des ateliers, des conférences, des projections. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler donc de ce riche programme? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette belle semaine arlésienne? Alors depuis le départ, il nous a semblé extrêmement important d'associer différents formats pour rendre compte de cette richesse de réflexion, d'action, de points de vue qui se développent aujourd'hui de toutes parts, hein, et que d'essayer de les mettre en lien aussi, hein, et de faire, comme je l'ai déjà rappelé à 2 reprises, cause commune autour du vivant. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est plus que jamais débattre. Hein. Aujourd'hui, force est de constater que dans nos instances démocratiques et de vie, le débat peine à se renouveler, le débat public peine à se renouveler, qu'il faut plus que jamais débattre au travers des différentes thématiques que nous abordons. Si Très vite, j'étais... il nous a semblé aussi important de rappeler que, au travers d'Agir pour le vivant, et à Arles en particulier, on venait travailler, s'inspirer, c'est toute la partie des résidences, tenter de faire émerger de nouveaux protocoles d'action, de réflexion, pour favoriser l'accélération de la prise en compte du vivant. Et puis une dimension extrêmement importante cette année, c'est-à-dire, voilà, on a cherché dans les 2 premières éditions à bien poser le modèle, à créer cette grande communauté du vivant qui s'est associée tout de suite à ce projet, de tenter d'en faire, vous l'avez indiqué tout à l'heure, un festival à part entière. Voilà, Avignon, un festival de théâtre, Aix-en-Provence, un festival d'opéra. Alors Arles est déjà gâté avec des rencontres Oui. de la photographie notamment, mais de faire un festival du vivant, hein, c'est-à-dire qu'annuellement puissent se réunir, comme je l'indiquais tout à l'heure, celles et ceux qui ont cette démarche, et petit à petit que Arles, la ville d'Arles, que le territoire du pays d'Arles s'approprie cet événement. Et c'est vraiment, je dirais, l'élément nouveau cette année, hein, que d'essayer de créer des liens avec d'autres acteurs dans le territoire, que de créer aussi des dynamiques qui vont faire que le territoire va se mobiliser sur ces enjeux du vivant. Donc c'est vraiment la démarche que nous avons entreprise avec le bruit qui court, hein, tenter de réunir un certain nombre donc, de jeunes du pays d'Arles et d'ailleurs, hein, autour des modalités pour s'engager pour le vivant. C'est également ce que nous entreprenons avec le peuple des femmes, donc un travail d'enquête qui a commencé le mois dernier à Arles et qui va se développer dans le pays d'Arles sur des portraits de femmes dans l'attention qu'elles portent
à la nature, et d'en faire vraiment un projet de territoire à part entière, en choisissant, vous l'avez compris, des angles un peu différents. Voilà, c'est ce que nous entreprenons avec le Bruguicourt, que nous accompagnons depuis l'année dernière, avec ce travail d'enquête sur le peuple des femmes notamment. Et c'est que c'est un festival donc, qui a lieu donc, dans plusieurs endroits dans la ville. Exactement. Et cette année, le projet s'ouvre à d'autres espaces en lien avec d'autres acteurs. Fort du succès d'un temps du programme pour les 2 précédentes éditions, le café avec, donc l'idée de prendre un petit déjeuner, un café avec un certain nombre d'intervenants tous les matins. Voilà, nous allons faire un temps le soir qui s'appelle l'Assemblée du Vivant, place Voltaire. Le Bruguicourt va également programmer un rendez-vous quotidien s'engager pour le vivant, donc avec leur approche, leur regard, rendront compte ce que cette génération aussi propose à nous dire sur les évolutions du monde. Voilà. Et c'est vrai que on vient de conclure un interview avec Maxime et Alice du Bruguicourt, et c'est vrai que c'était important. Voilà, c'était important pour vous d'impliquer la jeunesse artistique et activiste dans la programmation. C'est essentiel. Voilà, on entretient à titre personnel, j'entretiens des liens de longue date avec le Bruguicourt. Voilà, ça a été important de les accompagner, de les écouter aussi, parce qu'on propose d'autres chemins de réflexion, d'action, et c'est pour nous essentiel dans le dispositif d'Agir pour le vivant cette année. C'est un Nîmois qui parle, mais pourquoi la ville d'Arles ? Pourquoi la ville d'Arles ? Alors le point de départ, il est de créer, chercher à renouer, comme je vous l'ai dit au début de l'échange, avec l'action et avec le vivant. D'ancrer Agir pour le vivant dans ces territoires et avec un acteur indépendant, qui ne soit pas un acteur public et une collectivité ou une collectivité locale, et qui puisse être, je dirais, porte-voix de cette dynamique d'Agir pour le vivant et de ce rassemblement autour de l'action pour le vivant. Voilà. Inévitablement, Actes Sud s'est associé à ce projet, je dirais, en cohérence avec le travail qui est mené d'un point de vue éditorial, le travail qui a été mené par François Mussen et Jean-Paul Capitani avec le domaine en agroécologie, le domaine du possible, l'école en pleine nature. Voilà, de s'inscrire dans cette dynamique indépendante pour porter ces messages de façon totalement ouverte. Et vous l'avez vu par la liste des intervenants qui sont programmés cette année. Oui, clairement. Et pour conclure cette interview avec vous, si les auditeurs donc, veulent participer, veulent s'inscrire, donc comment un peu ça se passe en termes de modalités même voilà, Maxime et Alice, vous pouvez aussi intervenir dans l'organisation par rapport au Bruguicourt. Écoutez, très simplement, il y a un site internet, donc Agir pour le vivant. Voilà, il y a différents modules d'inscription et de réservation, comme je l'indiquais tout à l'heure, il convient de s'inscrire tout simplement pour toutes les parties ouvertes et gratuites et de réserver sur toute la partie débat. Ok. Pour les jeunes qui souhaiteraient participer à la résidence du Bruguicourt, donc nous on est contraint notamment d'accueillir 150 personnes en particulier sur cette programmation. Et donc l'idée c'est que les gens puissent regarder sur le bruguicourt.com, c'est le-bruit-qui-court.fr, c'est ça ? C'est .fr, Alice me regarde en rigolant. Et sinon, sur les réseaux sociaux, évidemment, le Bruguicourt présent sur Facebook et Instagram, il y a toutes les informations. Aussi pour les jeunes artistes et militants du pays d'Arles et du bassin nîmois également, parce que c'est pas loin quand même, Nîmes de Arles. Donc on est prêt à accueillir beaucoup de sudistes avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alain pour ce... Non, merci, c'est avec plaisir. C'est
c'est bien de partager. C'était un vrai plaisir et je suis certain que ça va extrêmement bien se passer. En tout cas, les précédentes éditions ont été plébiscitées, donc je pense que ça sera de même Vous allez venir? pour celle-là. Ah, bien sûr, moi je vais venir et je Ouais. vais même installer un plateau avec le bruit qui court, donc ça va être super et on se verra. Quel chant, si besoin. Non, mais ça sera parfait. Je viendrai vous voir, vous saluer avec grand plaisir. Bon, génial. Bah, écoutez, merci en tout cas de votre soutien, c'est important, surtout dans cette 3e édition qui est clé pour nous. Voilà. Ah, merci beaucoup. Franchement, je pense que ça sera parfait. En tout cas, les intervenants, vos idées au niveau de la jeunesse sont très très bonnes. Ok, À, super. à bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Alain Tulot. À très vite en Arles, hein, donc pour ce festival donc Agir pour le vivant qui aura lieu, donc je le rappelle, du 22 au 28 août avec de super intervenants tout au long de la semaine. Vous pouvez retrouver donc les infos sur le site donc agirpourlevivant.fr. Vous pouvez bien sûr vous inscrire pour les différentes donc conférences et projections également sur ce site-là. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup Maxime. Est-ce que vous avez un Merci à dernier toi. mot à dire aux auditeurs? On vous attend dans le pays d'Arles du 22 au 28 août pour les conférences d'Agir pour le vivant. Et puis si vous êtes un jeune artiste ou un jeune militant déjà actuellement ou en devenir et que vous avez envie de rencontrer des personnes qui ont envie de s'engager avec vous, on vous donne rendez-vous du 22 au 28 août sur, du coup Alice, le site internet le-bruit-qui-court.fr. et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le bruit qui court. Ah, franchement, c'est technique quand même. Bon, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, on n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.